Alors, est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Oh, ça résonne en plus. Bon, bah, alors on n'est pas encore très nombreux, mais on proposait de commencer dès maintenant. Bon, je sais pas. Installez-vous alors, si vous n'êtes pas encore installé, et bienvenue, bonjour. On est en petit comité pour l'instant, donc ce sera un débat en cercle restreint, mais c'est comme ça aussi qu'on aura les échanges les plus fournis et les plus intéressants. Je me présente, je m'appelle Juliette Perchepied et je suis là de co pour animer le débat qui sera le débat du jour et de ce matin sur la santé, quoi qu'il en coûte. En tout cas, c'est le titre de notre débat. L'idée, c'était peut-être de vous présenter les intervenants avant toute chose. Alors, j'ai ici à ma droite Daniel Lenoir. Daniel Lenoir, qui est ancien directeur général de quelques organismes, mais surtout de la CNAM, et qui fait des blagues sur droite-gauche aussi, et qui a particulièrement œuvré notamment pour la création des agences régionales de santé, et donc en matière de réflexion sur l'organisation du système de santé, ce sera aussi intéressant de vous entendre. Ève Plenel, tout à droite, qui du coup travaille à la mairie de Paris et qui est aussi militante associative de longue date et du secteur médico-social. Et qui pourra nous parler justement santé publique au sens large et peut-être davantage en amont, notamment sur les questions de prévention. J'ai à ma gauche David Grabli, qui est professeur neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et avec Étienne Langlinet, également praticien hospitalier et hématologue, sont tous deux représentants du collectif notrehôpital.org, pardon, à l'initiative surtout du référendum d'initiative partagée Notre Hôpital pour tous, qui du coup, non, Notre Hôpital c'est vous, je dis n'importe quoi, qui du coup est tout récent et qui est sorti il y a 2 jours. En tout cas, la proposition a été déposée il y a 2 jours, donc vous pourrez aussi les entendre sur ce sujet-là précis. Et Delphine Lalu, qui est juste à droite, à différentes fonctions par ailleurs, voilà, mais surtout ici en tant qu'actuelle présidente de la section des activités économiques du CESE. Ancienne? Tout juste ancienne? Pardon. Bah, du coup, ça commence bien ce débat. Bref. Tout ça pour dire que du coup, l'idée c'était effectivement de parler de la santé quoi qu'il en coûte, et on va passer de toute manière très très vite la parole à vous qui êtes dans la salle, puisqu'il s'agit d'un débat inversé. Donc le principe c'est qu'en fait la salle pose des questions et du coup les intervenants seront là pour y répondre et du coup alimenter le débat, mais il n'y a plus de micro, c'est pas grave. Je crois que j'avais juste une petite introduction à faire. En fait, juste pour poser le débat, l'idée c'était de partir du contexte Covid aussi pour poser la question de l'organisation de notre système de santé, et notamment de se poser la question de l'état dans lequel on le retrouvait finalement et dans ce que la crise avait pu révéler. Une petite précision également sur le fait de prendre peut-être la santé au sens plus large que le terme santé comme on l'entend habituellement, et de le prendre au sens de l'OMS, d'un bien-être complet de l'être humain, pour pouvoir aussi aller plus loin dans nos champs de réflexion et partir de 3 enjeux, et je pense que nos échanges permettront aussi d'y répondre, et de savoir tout simplement si le système français permet de répondre déjà aux besoins actuels en premier lieu, s'il était au rendez-vous, s'il est encore au rendez-vous, s'il est capable aussi d'anticiper et de répondre aux besoins à venir et futurs. Et finalement, la question, c'est aussi celle de son équilibre économique. Donc, est-il prêt à répondre à ces efforts qui seront peut-être nécessaires dans les années à venir? Qui paye, qui faire payer notamment? C'est toute la question qui se pose, avec un fil rouge qui sera celui tout simplement de dire que la santé n'a pas de prix, mais elle a sûrement un coût. Et du coup, la question est aussi de savoir ce que l'on veut mettre comme effort, et qui les décide tout simplement pour pouvoir équilibrer ce système et répondre et anticiper l'avenir. Du coup, je vous passe immédiatement la parole, parce que vous êtes censé du coup, poser les questions en tant que personne dans la salle. Si vous avez une première question, une problématique qui vous touche, quand vous entendez notamment cette thématique du débat, qui est donc la santé quoi qu'il en coûte, qu'est-ce que ça vous a évoqué vous immédiatement comme question, et quel sujet vous souhaiteriez poser dans le débat ce matin? Alors on vous entend pas, mais si vous voulez bien aussi vous présenter, peut-être ce serait plus facile. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine, je suis soignante. Je suis très inquiète de l'état de nos petits hôpitaux.
qu'est-ce qu'on va devenir, où les gens vont pouvoir se faire soigner. Donc moi, je suis à l'hôpital Henri Dunant. Il y a un service de médecine, soins palliatifs et rééducation. Nos médecins nous lâchent par rapport aux salaires qui ne leur conviennent pas, apparemment. Et bon, bien sûr, notre chef de service qui va partir en retraite. Et je suis très angoissée parce que je me dis que ça va être des services qui vont fermer. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne comprends pas cette aberration. On ferme les petits hôpitaux, les services de proximité. Où les gens vont pouvoir aller se faire soigner? Là, en l'occurrence, ils vont sur Bourges ou sur Nevers, puisque nous n'avons plus de service d'urgence. Donc il y a quand même des gens qui ont des problématiques pour se déplacer. Qu'est-ce qu'on va devenir? Vraiment, je suis inquiète, aussi bien pour les soignants, aussi bien pour les soignés. Voilà. Je voudrais voir, vous êtes plus haut que nous. Est-ce que vous avez pensé, c'est vrai qu'il y a un gros problème de recrutement. Nous, on cherche des aides-soignantes, des infirmières, des cadres et des médecins. Et apparemment, on a très peu de candidatures. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions, mais vous n'êtes pas très nombreux, mais on peut en prendre aussi plusieurs. Bonjour, Cyril Perraube de Paris. Moi, j'y connais rien en question santé, je m'y connais un peu plus en question éducative. Et il y a un sujet que j'aimerais vous voir aborder, c'est le rôle de l'hôpital privé, enfin du système privé de soins. Et ma question, deux façons de formuler la question. Est-ce que vous considérez que l'existence d'un système privé de soins mine le système public de santé? Et là, je mets en parallèle avec le système éducatif. Ou une autre façon de formuler la question, quand on est de gauche, comment on justifie l'existence d'une offre privée de santé? Alors là, c'est une vaste question également, du coup. Est-ce qu'on commence déjà par peut-être ces deux questions-là, si vous êtes motivé pour y répondre, en tout cas. En tout cas, j'ai l'impression que les deux posent la question de l'organisation du système de soins, notamment territorial. Je ne sais pas lequel de vous veut initier les réponses. Alors, réponse de l'hôpital public. Oui, la question que vous posez, qui est aussi une remarque, je crois qu'on la partage totalement, parce que c'est vraiment la même inquiétude et les mêmes observations qu'on fait. Et je dirais même qu'il n'y a pas que les petits hôpitaux maintenant qui sont touchés, il y a aussi les gros hôpitaux, même les plus gros hôpitaux, avec une accélération de la fuite du personnel, et qui est clairement liée à une dégradation des conditions d'exercice de nos fonctions. Je crois que dans les hôpitaux, les gens ne viennent pas y travailler par hasard. Ils viennent parce que ce sont des métiers qui ont un sens, et ils en partent quand ils ont l'impression que le sens de leur engagement n'est plus au rendez-vous. On a beaucoup débattu sur les conditions salariales. Je crois qu'il n'y a pas que, personnellement, je pense qu'il n'y a pas que des enjeux salariaux. Il y a aussi d'avoir le temps, de ne pas faire son métier. Le métier du soin n'est pas juste un métier technique. Ce sont des métiers qui nécessitent de prendre le temps, de pouvoir expliquer, de pouvoir rassurer, de pouvoir. Et c'est ce temps-là qui nous manque maintenant. Et c'est ça qui fait, c'est en partie ça qui fait quitter l'hôpital aux gens. Et alors je vais plaider un peu pour notre. mais c'est vrai que pour répondre à ce besoin-là, il y a une façon de résoudre, ou en tout cas d'aborder le problème, c'est de définir des ratios de personnel. C'est-à-dire d'arrêter de faire travailler plus la même quantité de personnes, ou des quantités moindres de personnes, mais de définir le maximum, par exemple, de patients que pourrait prendre en charge un aide-soignant, une infirmière,
permettrait de garantir que des conditions d'exercice du soin soient à la fois sécuritaires, humains, etc. Et en plus, garantir des ratios, c'est quelque chose qui a été, dont la pertinence a été prouvée scientifiquement. On sait que quand dans un hôpital, il y a une infirmière pour 3 lits, il y a moins de personnes qui décèdent à 1 mois, il y a moins de retours aux urgences, il y a des durées de séjour qui sont moindres, et on sait même que ça coûte probablement moins cher que l'argent que vous avez dépensé pour embaucher toutes ces infirmières. Donc en tout cas, pour répondre à votre question, je crois que c'est une inquiétude qui est partagée et qui est vraiment, qui n'est pas une inquiétude latente, qui est une inquiétude qui est critique. Là, moi, j'ai peur pour cet été. Dans plein d'hôpitaux, on entend qu'il y a 25%, 30% des lits qui sont fermés également parce que le personnel qui n'a pas eu de vacances depuis 15 mois est obligé de partir en vacances et les lits ferment par manque de personnel. Et je ne sais pas où les patients qui vont arriver aux urgences cet été, dans tous les hôpitaux, vont être hospitalisés. C'est une inquiétude qui est très importante et merci d'avoir évoqué le sujet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre... J'étais un peu long, désolé. Alors Daniel voulait répondre également sur la question des moyens. Oui, enfin des moyens, plus généralement, enfin, la première question est, à mon avis, elle est importante. Et il faut bien voir que c'est des phénomènes longs, en fait, qu'on n'a pas assez anticipé. Alors, je vais commencer parce que c'est la question de la désertification médicale qui touche, alors il y a d'autres phénomènes, mais qui touche notamment des zones comme celle-ci, mais qui touche bizarrement aussi une partie des banlieues, qui touche le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, que je connais bien parce que j'en suis originaire, etc. Enfin, et je vais raconter une anecdote parce que c'est une façon de dire aussi, comment dire, la cécité des responsables. J'en suis, hein, donc je peux critiquer les technocrates puisque je suis un technocrate. Donc la cécité des technocrates sur ce sujet. C'était il y a plus de 20 ans. J'étais à l'époque directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Et j'avais fait une déclaration dans la presse en disant qu'il commençait à y avoir des problèmes de déserts médicaux. Je me suis pris un coup de fil assassin du directeur de la sécurité sociale de l'époque, dont je tairai le nom, et qui pourtant est de gauche. Enfin, il est supposé toujours l'être. Ouais. Non, il l'est toujours. Pour me dire, mais Daniel, tu te rends pas compte, tu es en train de dire qu'il n'y a pas assez de médecins alors que tu sais très bien qu'il y en a trop. Et ça, c'est pour expliquer que tous ces gens-là, enfin, et j'en suis, même si j'ai jamais été favorable à ça, ont mis en place une politique de rationnement qui s'appelait le numerus clausus pour les médecins, de rationnement de la ressource médicale, qui était un très mauvais instrument. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des surdensités médicales dans un certain nombre d'endroits qui pouvaient générer une partie de la dépense inutile. Il y a de la dépense inutile en santé. Et le fait qu'il y ait une concentration des médecins sur le pourtour méditerranéen, le fait que, ça je l'ai vu aussi, des médecins aillent dans des EHPAD et récupèrent les cartes vitales des patients, et oui, pour leur simplifier la vie. Donc on ne sait pas combien de... Enfin, ça existe. Ça s'appelle de la fraude, ça s'appelle des abus, ça s'appelle... Mais ça ne veut pas dire que globalement, il y avait trop de médecins. Et surtout, le numerus clausus, ça a un effet différé extrêmement long. Donc, et on a le temps qu'on le réouvre, d'abord qu'on s'en rende compte qu'on le réouvre. Maintenant, sur le terrain médical, il y a de la pénurie, mais il y en a aussi sur les infirmières, il y en a aussi sur les aides-soignantes maintenant. Et alors ça, c'est le deuxième aspect, c'est qu'on a un énorme problème. Bien sûr, il n'y a pas que la rémunération. Je suis d'accord sur ce que vous avez dit, mais il y a d'autres. Mais la rémunération joue aussi. Et ça, j'en parlerai éventuellement. C'est 10 ans pendant lesquels on a contraint l'ONDAM à 2,3% d'augmentation annuelle. Ça a fait une pression considérable sur les rémunérations, d'abord des aides-soignantes, ensuite des infirmières, et maintenant des PUPH, enfin des PH, et des PUPH notamment, des professeurs d'université, praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers, c'est-à-dire les deux camarades qui sont là, qui sont à gauche, à ma gauche.
qui fait que effectivement l'attractivité des métiers hospitaliers a diminué. Alors en plus, bon, pourquoi on ne fait pas ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire le fait qu'on respecte des normes d'encadrement qui sont suffisantes, c'est toujours la même chose, c'est pour essayer de respecter ce fameux 2,3% d'augmentation. Donc il y a une contrainte extrêmement forte. Après, s'ajoute quand même à ça des aspects qui sont liés à la démographie et à l'attractivité pour avoir essayé de créer dans beaucoup d'endroits des maisons de santé pluridisciplinaires. C'est parfois difficile de faire venir des médecins, des infirmières, des kinés, etc. dans des zones qui sont pourtant pas reculées et qui sont extrêmement agréables, mais bon, c'est une réalité de fait. Mais enfin, je voudrais insister quand même sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on a eu les gouvernements successifs et les technocrates, je les appelle comme ça, qui ont géré ça, ont été obnubilés pour des bonnes et des mauvaises raisons par la contrainte sur la dépense et ont utilisé des instruments qui en plus n'étaient pas adaptés à l'évolution du système de santé. Il y avait d'autres instruments à développer, ce que j'ai essayé de faire parfois, mais ça c'est un premier point. Après, je voudrais en profiter pour embrayer sur la question du privé, parce qu'aujourd'hui, et c'est vrai notamment depuis récemment pour les praticiens hospitaliers, c'est qu'il y a une fuite vers le privé, parce qu'effectivement, il y a deux avantages, on est mieux rémunéré, et surtout dans le privé, on peut faire des dépassements, dans le privé lucratif, on peut faire des dépassements d'honoraires. Et moi, je me suis beaucoup battu contre les dépassements d'honoraires. Je trouve ça totalement scandaleux. Et pour revenir sur la question, est-ce qu'on peut être favorable au privé quand on est de gauche ? Ça dépend de quel privé on parle, parce que dans le privé, il y a le privé non lucratif, ce qu'on appelle les ESPIC, c'est-à-dire et qui normalement a des règles éthiques et déontologiques. Alors bien sûr, il y a toujours des moutons noirs, mais qui normalement s'apparentent à celles du service public et qui de toute façon ont une visée non lucrative. Puis il y a des grands groupes privés lucratifs. Moi, je pense que la santé devrait être un domaine qui doit échapper à la lucrativité. Et donc qu'on ne fasse pas en clair des profits, parce que les cliniques privées qui sont lucratives ont pour objectif aussi, pour objectif de soigner, mais elles ont pour objectif aussi de générer des profits pour leurs actionnaires, ce qui est normal pour une entreprise de cette nature. Je pense qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer d'extraire le secteur de la santé au privé lucratif, c'est-à-dire à l'obligation de rendement. Voilà, enfin, bon, quelques éléments de réponse sur les deux questions qui ont été posées. Oui, exactement. Peut-être rebondir notamment sur cette question du public-privé. Je vais juste, peut-être pour compléter sur la question de l'attractivité et de la problématique de la menace qui pèse sur les petits hôpitaux, mais aussi sur les services des grands hôpitaux. La question de la rémunération, des conditions de travail a été abordée. Je pense qu'il y a un point qui n'a pas été discuté, c'est la question de la gouvernance aussi. Dans les éléments qui contribuent à faire fuir les personnels de l'hôpital, il y a aussi la manière dont ils sont désinvestis, déresponsabilisés de leur capacité à peser sur l'organisation de leur système, de leurs services, par une gouvernance qui est une gouvernance extrêmement verticale, où finalement on se retrouve à être des exécutants d'ordres qu'on nous donne, alors qu'on sait très bien, c'est un peu comme la question des ratios et du nombre de personnels présents au lit du malade. On sait très bien que les soignants s'engagent pour des raisons qui sont des raisons générales très profondes, et on sait que finalement, dans leur capacité à s'auto-organiser, il y a quelque chose qui va entretenir le sens qu'ils donnent à leur travail, et on sait que les strates administratives interposées qui vont être à l'origine je dirais d'ordres ou d'injonctions qui sont parfois paradoxales, c'est une source très très importante de démotivation. Je pense que la simplification de la gouvernance, le fait de revenir à des structures de soins bien identifiées, typiquement de services par exemple, le fait de peut-être limiter les superstructures, les regroupements qui vont favoriser l'indifférenciation de l'activité, c'est un des éléments qui peut aussi limiter ce désinvestissement. Donc ça, c'est une première chose. C'était sur la question de l'attractivité et sur la question privé-public. Alors, c'est une question qui est compliquée quand même parce qu'on ne peut pas... En France, le système de santé ne s'est pas constitué sur les 20 ou 30 dernières années. Il y a une histoire, il y a un historique de plus d'un siècle qui fait qu'il y a une place effectivement de la médecine libérale.
faut pas oublier que la médecine libérale, elle est quand même solvabilisée par un financement public. Donc je trouve que ça modère cette différence publique-privée. Mais quoi qu'il en soit, et quelles que soient les structures qui existent, la possibilité d'avoir même des établissements privés non lucratifs, c'est très dépendant de l'existence d'un hôpital public qui peut prendre en charge ce qui, d'un point de vue financier, ne permet pas d'atteindre un certain équilibre. Donc il y a forcément une activité de soins qui est une activité qui, dans une logique financière, va être déficitaire. Le fait de soigner sur du long terme des patients atteints de maladies neurodégénératives dans un système de financement tel qu'il est aujourd'hui, c'est des activités qui sont intrinsèquement déficitaires. Enfin, j'aime pas le terme déficitaire parce que ça met d'emblée une logique économique, mais on ne peut pas échapper à cette problématique-là. C'est déficitaire parce qu'il va effectivement falloir du temps, il va falloir des personnes pour s'occuper des patients. Et aujourd'hui, cet aspect-là est un aspect qui n'est pas valorisé. Moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur le fait de basculer d'une vision dans laquelle le soin est une charge, parce que c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un personnel au lit du malade, c'est une charge qui pèse sur le budget de l'hôpital. En réalité, c'est un bien qui contribue, parler de la santé quoi qu'il en coûte, à améliorer l'état de santé des populations et avec potentiellement derrière, et je pense qu'il faut élargir l'analyse économique, des retombées qui sont des retombées positives. Il faut sortir de cette logique. Le soin est qui ne génère pas de bénéfices parce qu'il est vu dans une logique non lucrative, est une charge. Ce n'est pas une charge, c'est un bien. Et l'hôpital public est le garant aujourd'hui indispensable de la possibilité d'existence d'autres types de structures. Est-ce que vous avez besoin qu'on précise ce qu'on entend par privé par non lucratif, justement? Ça peut être intéressant. En fait, je trouve intéressant ce que tu viens de demander, c'est que je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de l'opposition publique-privée. Parce que de quoi vous parlez en matière de santé quand vous parlez d'opérateurs privés? Un médecin généraliste de votre quartier qui remplit un rôle fondamental. Et d'ailleurs, on n'a pas assez de médecins généralistes dans plein d'endroits, y compris en ville maintenant, parce qu'il y a un vieillissement, même à Paris, il y a un vieillissement des médecins généralistes, il n'y a pas de relais qui est pris. Bon, ben ça, c'est un médecin privé. Donc, il faut qu'on fasse un peu attention à gauche pour sortir un peu des oppositions binaires qu'on avait historiquement l'habitude de poser dans le débat. Parce que sous couvert, parce qu'on les pose dans le débat comme ça, puis à côté de ça, il y a des approches techno qui oublient l'essentiel. Et moi, je voudrais revenir peut-être rebondir sur ce que vous venez de dire. Pour moi, la santé est un choix et est un choix démocratique. En fait, il faut qu'on reprenne la question de la participation des citoyens au projet de santé, au modèle de santé. C'est pas par hasard si en France, on a une loi de financement de la sécurité sociale qui est présentée et soumise au vote du Parlement tous les ans. Elle ne devrait pas être traitée de manière technique. C'est pas par hasard si dans les micro-débats du grand débat après l'épisode qui pourrait revenir des Gilets jaunes, quand on allait dans les débats, c'est la question de l'hôpital qui sortait tout le temps. C'était plus la taxe carbone, l'essence, l'écologie. Dans tous les débats auxquels j'ai participé, moi je vis à Granville, j'ai une mère qui est en chimio, qui est suivie par Caen. Je vois le fonctionnement, la coordination entre l'hôpital, le centre oncologique, le petit hôpital de Granville, Avranches. Si elle n'avait pas de voiture, si elle ne savait pas conduire, elle utiliserait abusivement les services de taxi locaux, qui sont des potentats dingues. Et en même temps, heureusement qu'elle a les infirmières libérales de sa ville, qui sont coordonnées vaguement et de manière artisanale avec Baclès, etc. Donc pour moi, le sujet central, c'est comment, à l'échelle d'un territoire de vie, et ce territoire, il est assez vaste, il est plus ou moins vaste, ça dépend des régions, ça dépend de la densité d'habitants, comment on coordonne. Mais comment on coordonne pas avec, une ARS qui coordonne de manière administrative, mais comment les soignants eux-mêmes sont autorisés à se passer des coups de fil. C'est un des trucs tout bêtes, mais avoir le téléphone portable de l'externe des urgences de Baclès qui dit, vous dites à l'infirmière libérale qu'elle peut m'appeler, en 2 secondes et demie, le mail, il y a des choses très simples en termes de coordination qui fonctionnent 1000 fois mieux que des comités dans tous les sens. Deuxième élément que je voulais apporter au débat,
je suis une marraine d'interne en médecine, qui n'a pas pu choisir sa spécialité parce que le système de concours français fait que si vous n'êtes pas bien classé, vous ne pouvez pas choisir votre spécialité. C'est les premiers, les plus brillants qui choisissent leur spécialité. Alors les choix de spécialité des médecins, c'est totalement déprimant. C'est totalement déprimant. Les raisons qui font qu'un médecin, enfin qu'un jeune choisit sa spécialité, il y a eu des grandes époques. Alors il y a des grandes époques, on choisissait en majeur la radiologie parce que ça rapportait plein de fric. Après la dermato, la chirurgie dermato-esthétique. Bah là vous trouverez toujours des rendez-vous, vous ne trouvez plus de rendez-vous pour des petits actes quotidiens, etc. Et puis elle voulait être chirurgien, elle s'est retrouvée pédiatre, elle s'est retrouvée à Caen, du coup à Avranches, Cherbourg. Et à Cherbourg, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille, les horaires des internes sont délirants, des externes aussi d'ailleurs, c'est délirant, l'hôpital tourne avec les internes et les externes, il n'y a pas assez de médecins titulaires, vous l'avez dit, les médecins nous quittent, mais pourquoi ils nous quittent? Pas à cause seulement de l'AREM, pas seulement à cause de l'organisation du travail, c'est hyper vrai, oui, ils n'en peuvent plus des actes administratifs débiles qui les empêchent de travailler, mais aussi parce qu'ils se retrouvent dans des villes où il n'y a plus d'industrie, plus d'action économique, plus de culture. En fait, la santé, c'est au milieu de la vie, c'est au milieu de l'espace public. On ne peut pas déconnecter le système de santé du reste, en fait. Et je suis un peu longue, excusez-moi, mais en fait, si on ne réinvestit pas le territoire économiquement, socialement, culturellement, en fait, tout se tient. Vous ne pouvez pas forcer. Alors, vous pouvez forcer. Hein. Martine Aubry avait proposé de salarier, d'imposer, je me souviens, aux jeunes médecins, aux jeunes, de rester. Enfin, voilà, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas, il y a peut-être des périodes dans la formation des médecins où il faut leur imposer de se balader en France, hein, comme les profs, ou comme il y a des grosses boîtes qui fonctionnent comme ça aussi. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas forcer les gens à avoir envie de rester. S'ils sont déconnectés de leur famille, si ils n'ont rien d'autre à faire que travailler parce qu'en fait, il ne se passe plus rien. Parce que les habitants ne les accueillent pas non plus. Enfin, il faut aussi sortir de la vision idyllique des petites villes moyennes. Allez vous installer dans une petite ville moyenne dans laquelle vous n'avez pas vécu. Moi, je l'ai fait pendant 15 ans. Franchement, j'ai bossé 100% du temps et j'avais aucun ami. Je suis une fille sociale. Donc non, c'est difficile de s'installer. C'est difficile, on n'accueille pas, on n'installe pas. Voilà, c'est peut-être du café du comptoir, mais de l'ordre du café du comptoir, mais je crois vraiment que, et on y reviendra peut-être sur le système de financement, faire participer les citoyens au financement, ce qui est quand même la base du modèle français, avec le système de sécurité sociale, puisque le financement de notre sécurité sociale repose sur les cotisations sociales en majeur, donc sur les revenus du travail, moi je trouve que c'est très vertueux. Après, on a un discours techno sur tout ça, les gens ne comprennent rien à l'organisation du système, ils ne savent pas très bien ce que c'est une cotisation sociale, à quoi ça sert, ce que devient leur cotisation sociale. De temps en temps, on parle de l'impôt, mais on ne parle pas de la cotisation sociale. On ne nous responsabilise pas. On ne nous parle jamais de tout ça à l'école, au collège, au lycée. Donc, pour moi, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que je suis prêt en tant que citoyenne à payer parce que je considère que la santé est un bien commun et pour l'éducation, évidemment, c'est pareil. Enfin, c'est même. Et pour la justice, vous pouvez y aller, vous pouvez rajouter la justice, la police d'ailleurs. Ça énervera peut-être. Moi, je mets tout le monde, je mets tout le monde dans le même sac. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour avoir des services publics et qui ne sont pas des services au public? Parce que là aussi, c'est quand même dingue. Des services publics, communs, refaire du commun dans la main des citoyens. Excuse-moi, je suis trop longue. Du coup, il y avait peut-être une petite interrogation tout à l'heure sur ce qu'était un établissement privé non lucratif. On n'a pas forcément répondu, mais il y a notamment un certain nombre d'établissements mutualistes qui sont privés non lucratifs. Bon, voilà. Des fondations également. Bon, voilà. Donc, fondation également et associatif. Du coup, ça permet d'enchaîner effectivement ce que disait Delphine sur la question de qui décide concrètement et comment sont prises les décisions. Peut-être que vous avez un regard un petit peu plus collectivité locale et plus locale aussi qui serait intéressante sur les décisions qui sont prises. Oui, ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est comment on remet
les citoyens, les professionnels de santé, mais donc aussi les élus locaux qui sont peut-être le maillon intermédiaire dans la planification, l'anticipation de l'offre de santé sur un territoire. Cette offre de santé étant à la fois la maison de santé, la médecine de ville, le petit hôpital de proximité, le grand hôpital, et comment tout ça on le planifie. Aujourd'hui, et j'aimerais bien vous entendre, Monsieur Lenoir, sur la jeunesse des agences régionales de santé, c'est quand même une compétence qui est portée par des autorités administratives théoriquement indépendantes que sont ces agences régionales de santé, en fait assez peu indépendantes puisque dépendantes de l'arbitrage financier de Bercy, et qui, sans outils réellement de dialogue avec les relais démocratiques, les citoyens, etc., c'est-à-dire qu'il y a des espèces de comitologie de la démocratie sanitaire, mais qui ne fonctionne pas bien. Donc en fait, il y a une planification qui est portée par des autorités administratives qui n'ont pas à rendre compte devant les citoyens de comment elles planifient. Aujourd'hui, sur le bassin de population de l'Île-de-France, par exemple, 12 millions d'habitants, c'est l'Agence régionale de santé qui va, et le ministère de la Santé, planifier quelle sera l'offre hospitalière de dans 10 ans, de dans 15 ans, de dans 20 ans. Et c'est des décisions qui sont prises aujourd'hui, par exemple sur la création du grand hôpital Paris-Nord pour ceux qui habitent en région parisienne, donc la fermeture de 2 gros sites hospitaliers pour en ouvrir un nouveau en Seine-Saint-Denis qui ouvrira dans une petite dizaine d'années. Et c'est aujourd'hui que se prennent des décisions qu'on a beaucoup de mal à anticiper, avec des décisions qui sont aussi prises sur l'état de la médecine aujourd'hui. On se dit, la médecine se modernise, donc on peut supprimer des lits, il y aura moins besoin de lits dans 10 ans, on pourra faire sortir les gens très vite de l'hôpital, les durées moyennes de séjour seront plus courtes grâce aux nouvelles technologies de la médecine, donc on pourra permettre aux gens d'aller dans des hôtels hospitaliers pour faire leurs soins de suite ou rester quelques jours en convalescence, etc. Donc c'est des décisions qui sont prises aujourd'hui, anticipent, font un peu de la projection sur ce que pourrait être le système de soins dans 15 ans. Et c'est nous, dans des territoires qui seront plus peuplés et vieillissants, qui allons devoir, d'une certaine manière, en payer les pots cassés dans 15 ans. Et dans toute cette réflexion, aujourd'hui, il n'y a pas les outils de dialogue suffisants avec les habitants, évidemment, avec les soignants et avec les élus locaux ou les échelons de collectivités locales qui, eux, savent ce qui se passe dans leur territoire, quelle est la pyramide des âges de leur territoire, quels vont être les besoins dans 10 ans ou 15 ans. Donc ça, c'est un des vrais échecs, à mon sens, du bilan de la loi Hôpitaux, Patients, Santé, Territoire de 2009, et de cette déconcentration, agencification, qu'on transfère aux agences régionales de santé de la planification du système de santé. Et donc, on rattrape en catastrophe avec la crise, on fait le Ségur de la santé, et en catastrophe, on va chercher des moyens pour se poser en catastrophe la question de l'attractivité, de comment on embauche plein de gens. Tout d'un coup, là, il faudrait embaucher 1300 personnes en 3 ans à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, par exemple. 1300 recrutements de personnels non médicaux, ça a l'air énorme, mais c'est la moitié des postes qui ont été supprimés au cours des 10 dernières années. Voilà. Donc on a vraiment, vous le disiez très bien, un sujet de gouvernance non démocratique, parce que les personnes qui décident ces choses-là ne sont pas face aux habitants, face aux citoyens, n'ont pas à rendre compte de ce qu'elles décident. Et c'est peut-être le sujet au-delà de la question de l'argent. Parce qu'en fait, moi je ne suis pas une experte des mécanismes de financement, mais je crois vraiment que si on avait les bons outils de gouvernance, cette question de comment on le finance, sans être secondaire, en tout cas, pourrait être traitée autrement. Du coup, petite réponse de Daniel Lenoir, qui a été interpellé. Oui, petite, c'est difficile. Mais il faudra donner la parole aux participants, puisque c'est un débat inversé. Mais alors, je vais quand même répondre à la question des agences régionales de santé. En fait, moi, je me suis engagé volontairement. D'abord, j'ai porté le projet dans des fonctions antérieures, et je me suis engagé dans la création d'une agence régionale de santé, celle du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, pour être clair, parce qu'il y avait derrière plusieurs idées auxquelles j'étais attaché. La première, c'est d'avoir une vision globale de la santé. Tout était géré avec des tuyaux différents, etc. Donc il y avait une vision globale, une vision territoriale, c'est-à-dire d'essayer d'adapter au territoire.
une vision de démocratie sanitaire et une autonomie par rapport... alors c'est de la déconcentration, mais on a appelé ça agent, c'est se substituer aux directions régionales d'administration sanitaire et sociale, parce que c'était justement, il y avait une autonomie de décision. La seule qui a porté à peu près, alors c'est pas une ministre de gauche, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, qui a porté ce projet, c'est Roselyne Bachelot. Mais tant que ça a été elle, ça a à peu près répondu à ça. Mais elle est restée que 2 ans. C'est elle qui les a créés, elle restait que 2 ans. Et puis le verre était un peu dans le fruit, mais ça serait trop long à expliquer. Effectivement, moi je suis très triste, parce que par rapport à ces 4 objectifs, vous avez parlé d'échec, je suis d'accord. C'est un échec. Je pense qu'aujourd'hui, les agences régionales de santé sont aussi un peu le bouc émissaire d'un système. Moi, j'ai vu ça au moment de la crise du Covid. Je trouve que j'ai encore des contacts. Les mecs et les filles, ils ont fait du boulot, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas rien fait. Et ils se sont pris, les collectivités territoriales, etc. D'un seul coup, les préfets sont devenus les sauveurs de l'humanité souffrante, alors que, du côté des collectivités territoriales. Alors, pourquoi ça a été un échec? Parce que c'est devenu des services extérieurs de l'État, comme c'est redevenu des services extérieurs de l'État. Et la deuxième chose, c'est que la contrainte financière, mais ça on n'en parlera jamais assez, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Delphine, mais la seule chose, c'est que de toute façon, ce que tu dis ne rentre pas dans la contrainte financière. Et ça a un effet pervers qui finalement finit par augmenter les coûts, c'est ce qu'on pourrait appeler la technocratisation. Il faut des technocrates parce que ces sujets sont compliqués, mais la technocratisation, c'est qu'on finit par transférer le pouvoir sur les structures technocratiques. Et effectivement, ça c'est la dérive principale. Il y a un énorme problème de démocratie sanitaire, c'est le même sujet que sur la démocratie environnementale, parce que la santé, c'est tout ce que vous avez dit, et c'est encore beaucoup d'autres choses, c'est compliqué, c'est complexe, comme dirait Edgar Morin. C'est complexe et c'est difficile de ramener ça à des choix binaires, en disant le bien est du côté du public, et tu as raison, le bien est du côté du public, le mal est du côté du privé, c'est pas vrai, tu as raison de dire que c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et on ne pourra jamais ramener ça à ça. Et en fait, les aspects financiers et les aspects démocratiques, c'est le même sujet, parce que derrière ça, il y a une notion essentielle, c'est le consentement, non pas à l'impôt, mais à la solidarité. Et aujourd'hui, on est persuadé, il faut être clair, tout ce qu'on est en train de dire, ça veut dire qu'on paiera plus demain, sous forme de ce qu'on appelle des prélèvements obligatoires, ça peut être des cotisations, de la CSG, etc. Tout ça, c'est des prélèvements obligatoires. On paiera plus demain que ce qu'on paye aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas possible. C'est mathématiquement pas possible. Et pour qu'on paye plus, il faut que les gens globalement, soient d'accord. C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est-à-dire que les gens soient d'accord pour payer plus. Il faut sortir du dogme du plafonnement des prélèvements obligatoires en disant on ne peut pas les augmenter. C'est pas vrai. Il n'y a pas de loi économique qui dit ça. Il faut sortir de ce dogme-là. Mais en revanche, il faut que les gens soient d'accord pour payer plus pour leur santé. Et ça, et là, le consentement à la solidarité, il passe par plus de démocratie. Parce qu'il faut que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire quand ils payent quelque chose et qu'ils sachent que c'est utile et que c'est utile de payer plus. C'est pour ça que les deux sujets ne peuvent pas être dissociés. Merci. On va peut-être vous repasser la parole du coup parce que ça a peut-être déjà suscité des questions chez vous. Bonjour, je voudrais poser deux questions. Une qui est une question tirée d'une expérience personnelle. Je me suis récemment rendu chez un médecin anesthésiste pour un rendez-vous préopératoire. Donc je suis allé prendre mon rendez-vous, je suis allé le voir, il m'a posé 3-4 questions sur mon état de santé. Est-ce que je souffle quand je monte ou quand je descends les escaliers? Est-ce que je suis content quand je me lève? Est-ce que ceci, cela? Enfin des questions sans doute obéissant à un protocole. Et puis il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je suis profession juridique. Alors il m'a longuement parlé de son litige sur la propriété de sa maison en Bretagne pour m'expliquer que les juges justement jugeaient différemment selon les régions. Bon. Tout ça a duré un quart d'heure, 65 €, merci, au revoir. Bon. Et m'est venue alors la question, n'aurait-il pas été plus simple et plus économique pour moi, mais aussi pour la collectivité qui a payé une partie de ses frais,
de basculer ce rendez-vous en télé-rendez-vous ou autre, ou en simple échange téléphonique. De manière plus générale, d'ailleurs, comment vous voyez l'articulation numérisation, digitalisation, etc. Et financement de la santé à l'avenir. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, elle est plus générale. Le débat s'intitule « La santé quoi qu'il en coûte ». On a financé la prise en charge, évidemment, de l'épidémie quoi qu'il en coûte. À un moment, il faudra sans doute payer l'addition. Est-ce que vous estimez que notre système de santé a les épaules suffisamment solides pour encaisser ce qui a été sans doute un choc considérable, qui est celui du Covid, et qui, de surcroît, se poursuit encore sous la forme de ces différents variants? Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Juste pour ajouter à la question de mon camarade, parce que je me demandais effectivement, quoi qu'il en coûte, pour qu'on se rende compte la gestion de la lutte contre le Covid dans une grande ville comme je sais pas, Paris, prenons ça comme exemple, qu'est-ce que ça représente par rapport au budget général de la santé à Paris, et qu'est-ce que ça peut avoir ensuite comme conséquence dans les années qui viennent sur des modifications de méthode. Et je voulais aussi ouvrir une question Pandore, parce que Delphine, comme Ève, je crois, vous avez insisté sur la nécessité de réintroduire le citoyen et les élus locaux dans un dialogue vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler la technostructure. Je voulais savoir si vous aviez déjà des idées, et vous aussi évidemment, sur comment organiser concrètement ce dialogue, parce que ça ne doit pas être simple. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non? Bon, vous allez peut-être pouvoir commencer à répondre à la première question. Alors du coup, on était sur peut-être l'anticipation plus large que de la télémédecine. En fait, c'est la question de l'anticipation des besoins actuels et futurs du système de santé. Qui s'en occupe, qui gère, et est-ce qu'il y a une vraie anticipation de l'avenir? Vous le voyez peut-être du côté de l'hôpital public? On va donner chacun notre point de vue. Je suis étonné que votre médecin anesthésiste vous ait pas examiné. Mais tant mieux. Non, la téléconsultation, je crois qu'on a, à cause de la crise sanitaire, on a tous été forcés d'en faire, puisqu'il y a un moment donné où l'hôpital a été quasiment fermé en dehors des urgences. Ça remplace pas une vraie consultation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas les moyens moi, je crois en la médecine qu'ont m'ont appris mes ancêtres. C'est-à-dire que dans une consultation, il y a un moment d'interrogatoire, puis il y a un moment d'inspection, un moment d'examen clinique. Et il est vrai qu'il y a tout un tas de consultations pour lesquelles on peut se passer de certains de ces temps. Mais ça ne peut pas remplacer toutes les consultations. Et moi, je me suis rendu plutôt, en faisant des téléconsultations, je me suis rendu compte que probablement, il y avait certaines de mes consultations qui étaient des consultations qui étaient peu utiles. Par exemple, ça permettait de garantir que je vérifiais bien certains examens complémentaires, que les patients n'avaient pas eu d'effets secondaires de leur traitement et qui pouvaient être en effet remplacés par des... Donc peut-être que ça peut en effet diminuer, mais ça remplacera, je pense que ça remplacera pas on peut pas avancer dans la télémédecine à marche forcée. C'est ça ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un socle de la pratique de la médecine qui se pratiquera toujours. Moi, quand j'annonce un cancer, je peux pas le faire par téléphone, quoi. C'est pas possible. Donc je pense que vous avez dans le fond raison que il y a une réflexion engagée sur ce sujet-là, mais qu'elle peut être aussi dans le sens de la réduction des nombres de consultations qui sont effectuées, quoi. Est-ce qu'une consultation avec un anesthésiste, on pose 3 questions, c'est vraiment très pertinent plutôt que de rien faire du tout? Je ne sais pas.
Après, sur la numérisation, sur tous ces sujets-là, bien sûr, c'est des sujets majeurs, mais moi, je suis pas très vieux, mais je suis toujours interrogatif sur la capacité que les ordinateurs et la numérisation vont avoir pour nous aider dans notre pratique. Parce qu'en pratique, on voit qu'on passe de plus en plus de temps devant des ordinateurs, mais on ne voit pas toujours l'avantage que les patients en tirent directement. Peut-être que David aura un autre point de vue, mais... C'est plus complémentaire qu'antagoniste. Sur la télémédecine, c'est sûr qu'on l'a vu rentrer à marche forcée, en fait. Enfin, c'est marche imposée avec le Covid. Alors, on l'anticipait un petit peu. Hein. Je pense qu'il ne faut pas penser une seconde qu'on n'était pas dans la réflexion là-dessus. Moi, je peux partir de mon expérience. Donc, je suis neurologue. Et c'est vrai qu'avant la crise Covid, on avait entamé une réflexion sur quelles pouvaient être les consultations utiles à basculer en télémédecine. Donc, on s'était dit que ça pouvait effectivement rendre des services. Et on avait identifié un certain nombre de situations dans lesquelles ça avait du sens. Typiquement, moi je m'occupe de patients avec des contextes de handicap, des difficultés de déplacement, parfois des personnes qui vivent dans des institutions. Et on avait considéré que limiter le déplacement des patients et permettre d'avoir la consultation dans leur environnement de vie avec éventuellement les soignants qui les entourent au quotidien, ça pouvait être très avantageux et très intéressant, ne serait-ce que pour avoir un niveau d'information supplémentaire qu'on n'a pas sur des consultations quand les patients se déplacent, passent 1 heure dans l'ambulance, restent un quart d'heure en consultation et repassent 1 heure dans l'ambulance pour retourner dans leur lieu de vie, sont vus seuls parce que les soignants ne se déplacent pas avec eux. Donc on avait identifié ça. Et je dirais que c'est l'expérience qu'on a vécue sur les 18 derniers mois a validé l'idée que c'était probablement intéressant. Mais en effet, il y a plein de situations dans lesquelles la téléconsultation ne peut pas remplacer la consultation présentielle pour la part d'examen clinique, quels que soient les outils qu'on utilise. Et par ailleurs, la téléconsultation, ça reste une consultation, c'est-à-dire que c'est aussi un temps médical et c'est pas... On ne peut pas en fait créer de l'offre supplémentaire avec la téléconsultation. Tout ce que vous allez faire en téléconsultation, ça va venir se substituer à ce que vous pouvez faire en présentiel. Donc il faut le voir plutôt comme quelque chose qui serait un complément, réfléchir là où ce complément peut être utile au bénéfice des patients, plutôt que de dire ça va être une manière de faire plus et d'être, je dirais, un ressort d'efficience supplémentaire. Je pense que c'est plutôt... un ressort dans certaines situations d'amélioration de la qualité des soins dans des situations particulières, peut-être de complément pour des choses très spécifiques, mais en aucun cas on peut le voir comme une substitution ou une offre supplémentaire. Là, c'était la première chose. Après, sur la question de la digitalisation, je pense que il faut se méfier d'une chose, et ça va avec la question de l'anticipation des besoins dont on a parlé tout à l'heure, c'est que parfois on va réfléchir à la manière d'organiser l'offre de soins dans la projection de l'innovation technologique. Je pense que l'innovation technologique, elle peut occuper comme ça une place un peu fantasmatique en se disant qu'elle va permettre de résoudre tous les problèmes ou beaucoup de problèmes. Je pense que c'est pas ça qu'il faut faire en fait. L'offre technologique, elle est intéressante, elle doit avoir une place. Mais c'est très difficile de projeter la manière d'organiser les choses uniquement sur la fascination pour la technologie. Et typiquement sur la digitalisation, les Américains qui sont beaucoup plus en avance que nous, qui le font depuis très très longtemps, reviennent en arrière parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils passaient plus de temps à soigner leur système informatique et leur système de recueil d'informations informatiques, à soigner leurs patients, et que ça appauvrissait les interactions qu'ils avaient avec eux. Donc bien sûr, il ne faut pas rejeter, je ne suis pas du tout anti-techno, ce n'est pas l'idée, mais il faut vraiment réfléchir à la place que ça doit avoir, et ça ne peut venir que de l'expérience. Je pense que le risque, c'est de dire que l'outil qu'on va utiliser va définir la manière dont on va s'organiser. Ce n'est pas exactement ça, c'est l'usage qu'on a de l'outil qui doit faire réfléchir à l'organisation et pas l'outil digital a priori. Tout à l'heure, j'entendais Delphine dire que ça n'était pas forcément générateur d'économie, mais est-ce que vous voulez développer ? Non, je ne vais pas être capable de l'argumenter surtout, mais effectivement, c'est pas, ne serait-ce que la question du temps passé par les médecins, et quand ce n'est pas les médecins qui travaillent l'outil, du coup, est-ce que... Voilà. Non, mais par exemple, par rapport à votre exemple, ça m'a fait penser à autre chose. Vous vous êtes pas dit, moi j'aurais aimé que ma consultation se passe à l'hôpital, regrouper mes rendez-vous, etc. Et quand j'ai vu le fonctionnement de centres anticancéreux très très bien huilés, parce que vraiment c'est juste les services de rêve. Moi j'aimerais que tout l'hôpital soit
comme les centres anticancéreux auxquels j'ai pu avoir accès en tant que famille, en tant que famille. Parce que, en fait, les infirmières sont clés dans le dispositif. Et c'est surtout la notion d'équipe. Et donc, je pense qu'il y a une énorme partie de notre réflexion qui devrait être, y compris financière, qui devrait être fondée sur comment le financement ne vient pas disloquer l'équipe. Et la T2A, c'est une catastrophe pour ça. Parce qu'en fait, comme on raisonne par activité et qu'on découpe en fait le temps utile en unités de temps, et ben ça facilite pas du tout la question de la construction d'une équipe autour du patient. Et par rapport à votre question plus démocratique, moi je me posais une question, vraiment je ne suis pas compétente, mais je me demande s'il n'y a pas un problème assez simple, mais la réponse n'est nécessairement pas simple. Il y a une loi de finances de sécurité sociale qui est annuelle. Je pense que c'est pas bien que ce soit annuel. Je pense qu'on a un problème de pluriannualité de l'organisation des finances publiques au niveau européen et au niveau français. Et au niveau européen, on a un truc qui s'appelle le semestre européen qui structure, depuis Maastricht, qui structure l'élaboration des budgets des États membres. Et en fait, on n'a pas le temps, quand vous prenez une année calendaire, construire un semestre, construire un budget européen qui ensuite se décline en budget français avec un sous-budget de sécurité sociale, ça va très très vite. Moi j'étais membre du CESE jusqu'à là, il y a 2 mois. C'était ridicule la manière dont on nous faisait travailler sur le budget. Parce qu'en fait on n'avait pas le temps. C'est-à-dire que même vos représentants parlementaires ou société civile n'ont pas le temps. Donc je pense qu'il faudrait revenir peut-être à l'idée de la planification raisonnée, c'est ce qu'on a dit au CESE d'ailleurs. Nous, on était pour une planification. Bayrou, même François Bayrou, qui n'est pas un grand homme de gauche, disait oui, il y a quelque chose à repenser de l'ordre d'une planification. Alors, c'est pas le Gosplan, etc., mais pour repenser la pluriannualité, arriver à se projeter, à structurer. Et ça ne veut pas dire que les gens sont irresponsables, ça ne veut pas dire qu'il y a une dérive des finances. Après, il y a des points de contrôle et il faut faire confiance à notre administration. Pour le coup, l'administration, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, qu'elle ne se mêle pas de médecine, mais qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire être peut-être dans ce contrôle annuel, etc. Donc je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à remonter sur la question du calendrier du semestre européen qui se diffuse dans les États membres. J'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Delphine, parce que le sujet, on embraye sur le deuxième sujet qui était le quoi qu'il en coûte. Et là, j'ai quand même un cri d'alarme à lancer. Non, mais tu as raison, mais c'est même encore plus grave que ce que tu dis, mais je pense que tu le sais. Le gouvernement, en avril, a envoyé, dans le cadre du semestre européen, son programme pluriannuel d'équilibre des finances publiques. Il prévoit retour à l'équilibre budgétaire. Alors, je ne sais plus quel est l'horizon, j'ai oublié ça, c'est les effets post-Covid. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que ça ramène l'augmentation de la dépense publique sur les 5 ans qui viennent, à partir de 2022, bien sûr, à 0,7% par an. C'est-à-dire moitié moins que la période antérieure. 3 fois moins, enfin entre moitié et 3 fois, enfin peu importe, enfin, on n'est pas. Mais alors ça veut dire que si on traduit ça dans le cadre de l'ONDAM, ça veut dire que vous avez connu, je reviens sur le côté financier parce que c'est la contrainte, vous avez connu l'ONDAM pendant 10 ans à 2,3%, j'ai fait le calcul, ça fait moins de 2% sur les 5 ans qui viennent. Ça, personne n'en a parlé. Alors l'ONDAM, ça veut dire c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Delphine a parlé de la loi de financement de la sécurité sociale, donc c'est la variable principale de la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, on appelle ça improprement le budget de l'assurance maladie parce que c'est pas un budget. On ne va pas arrêter de payer si au mois de novembre il y a plus d'argent, mais en fait c'est un objectif. Et à partir de 2010, en gros, les responsables du sujet, qui sont des collègues, celui qui m'a succédé à la CNAM et celui qui est actuellement le directeur de la CNAM, se sont assurés. Donc c'est une grande continuité, parce qu'ils ont été responsables depuis Sarkozy jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est les mêmes. Donc ils se sont assurés d'abord de baisser l'ONDAM à 2,3% et de le respecter à 2,3%, avec des moyens sur lesquels on pourrait revenir, et notamment en faisant pression sur les salaires hospitaliers. Ça a été une des variables principales.
C'est ça que je pense que c'est un point extrêmement important. Donc vous avez connu un ONDAM à 2,3% pendant 10 ans, avec tous les effets que ça a eu, y compris sur les défauts d'anticipation de la crise, parce que cette espèce de rationnement d'atmosphère a conduit aussi à ce qu'on ne renouvelle pas les stocks de masques, etc. Enfin, tout ça a eu des effets indirects, même si c'était des dépenses faibles. Voilà, et 40%, c'est les établissements hospitaliers, un peu plus même. Bon. Mais, et donc 2%, alors il y a quelque chose de plus grave pour revenir sur... Alors ce n'est pas le système de santé qui va assurer le financement, c'est les cotisations. Donc, et c'est pour ça qu'on réduit pour éviter de les augmenter. Et puis deuxièmement, on a dit que la dette Covid était mise à l'écart. Ça c'est vrai pour le budget de l'État. Mais ce n'est pas vrai pour la dette Covid de la sécurité sociale. La dette Covid de la sécurité sociale, elle a été transférée sur la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est financée par la CRDS, qui devait s'éteindre en 2024-2025, si bien que mon excellent ami Dominique Libaud, qui n'est pas vraiment de gauche, avait utilisé, je lui ai dit, tu as trouvé la martingale, c'est très astucieux, il avait dit, on va prendre cette CRDS pour financer le 5e risque. Bah, patatras, de toute façon, c'est foutu, puisqu'on va la prolonger, la CRDS, jusqu'à le 5e risque, c'est la dépendance. Hein. Merci de faire le décodage. Ça, c'est les technos, ça. Et donc, il y aura pas, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de loi dépendance digne de ce nom avant un certain temps, puisqu'on n'a pas de ressources financières. Donc on ne les augmente pas. Et donc la dette sociale sera remboursée, ce qui veut dire que ça va faire une pression supplémentaire, la dette Covid sociale, une pression supplémentaire sur les prélèvements affectés à la sécurité sociale et à la protection sociale en général. Je crois que ça c'est extrêmement important de le dire, parce que c'est passé totalement inaperçu. Le programme qui a été envoyé par le gouvernement en avril, je crois, à Bruxelles, personne n'en a parlé. Moi, j'en ai parlé sous pseudo dans un petit journal qui s'appelle Témoignage chrétien, et en disant c'était un scandale. Mais enfin, évidemment, comme c'est lu par très peu de gens, personne, enfin, il y a eu quelques manifestations, mais personne n'en a parlé. Après, on revient sur les autres sujets, etc. Personne ne l'a dit. Et c'est sur cette base-là aussi, d'ailleurs, que la question du retour de l'âge de départ à la retraite repoussé de 2 ans est revenu, parce que pour respecter ça, effectivement, il faut faire aussi pression sur le régime des retraites. C'est aussi pour ça que la réforme de l'assurance chômage a été mise en... alors que tout le monde a dit c'est une connerie, c'est pas le moment de le faire, etc. Même la ministre qui l'avait conçu a dit c'est pas le moment, il vaut mieux le reporter. Finalement, le Conseil d'État a dit la même chose, il vaut mieux le reporter. Même, et c'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il faut avoir ça en tête. J'y mets un peu d'agacement, c'est que le gouvernement actuel met une bonne partie de la technocratie, et nous en sommes, je vois que mon ami Jérôme nous a rejoint, enfin il ne l'est plus en ce moment, et une bonne partie de la technocratie est obnubilée, non pas par la question de l'équilibre, mais par la question de on n'augmente pas les prélèvements. Oui, du coup, je pense qu'elle peut répondre à la question de tout à l'heure, savoir notamment la crise Covid et ce que ça a coûté à Paris. Oui, pour rebondir sur la question donc, du coût de la crise Covid et de sa soutenabilité, effectivement, donc, la dette Covid de l'État est mise de côté, mais ni celle de la sécurité sociale, ni celle des collectivités locales. Et donc, pour répondre à votre question, alors, il y a le coût de la crise pour les collectivités, il se décompose de 3 manières. Il y a les coûts directs de acheter des masques, organiser la vaccination, organiser le dépistage. Voilà, ça c'est des coûts directs qui vont en fait en partie être pris en charge par l'État, en partie. Et ça, c'est dans le fond assez raisonnable. Enfin, ce sont des coûts importants, mais raisonnables et qui font partie du service public que doit une collectivité locale. Donc, pour vous donner un exemple, les 25 centres de vaccination à Paris, sur un semestre, c'est environ 4 millions d'euros hors masse salariale. Voilà. Donc, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Enfin, c'est tout à fait acceptable de se dire qu'une collectivité locale contribue à la protection de sa population. En revanche, il y a 2 autres coûts invisibles qui sont le coût social. Une collectivité comme Paris, c'est aussi un département, donc c'est les dépenses de RSA qui se sont envolées, sont toutes les dépenses d'aide sociale obligatoires ou complémentaires qui se sont envolées, c'est les parents qui n'arrivent plus à payer la cantine au quotient familial qu'ils avaient il y a 2 ans parce que leurs revenus se sont écroulés, c'est tous
ces coûts-là de maintenir un filet de sécurité dans une ville qui s'appauvrit et où les inégalités se creusent. Ensuite, il y a un troisième type de coûts qui sont l'effondrement des recettes. C'est particulièrement vrai dans une ville-monde ouverte qui vit habituellement du tourisme. Voilà. Et puis, il y a un quatrième coût qui est la question derrière notre débat du jour, qui sont la baisse de l'espérance de vie en bonne santé. Le vrai coût, au-delà des coûts financiers de cette crise, et qu'on va voir durement dans ces prochaines années, c'est qu'il y a eu la surmortalité liée au Covid, évidemment, mais aussi toutes les comorbidités ou la surmorbidité et la surmortalité indirecte liées à quasiment 15 mois, 16 mois, et ça va sans doute durer, de systèmes de santé sous tension. Et donc pendant cette période, c'est les dépistages des cancers qui se sont écroulés, les dépistages du VIH qui se sont écroulés, le suivi des pathologies chroniques, le report des soins, les déprogrammations, etc. Et tout ça produit d'ores et déjà. Alors évidemment, pour que les instituts de démographie ou l'INSEE puissent vraiment recalculer l'espérance de vie, il faut du recul suffisant, mais on sait qu'on est en train de perdre tout le temps, en ce moment, plusieurs mois, plusieurs années d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé, et que, comme toujours, cette espérance de vie, elle est totalement décrochée selon le milieu social, selon le milieu d'origine. Donc, d'ores et déjà, avant la crise, les pauvres vivent 7 ans de moins que les riches, et ça va se creuser encore plus, et tout particulièrement dans des territoires comme l'Île-de-France, qui ont été très, très, très touchés par la crise et toutes ses conséquences. Donc, on peut se demander, c'est quoi le coût de la crise financier, économique? C'est quoi le budget de crise de l'assurance maladie ou de la ville? Et par ailleurs, le vrai coût de cette crise, c'est ça. Et c'est peut-être pour revenir un peu à un débat, enfin une étape précédente de notre discussion, le Covid, c'est un révélateur d'inégalités de santé majeures. Enfin, voilà, les personnes qui meurent du Covid, c'est pas n'importe qui, c'est les personnes qui avaient des problèmes de santé moins bien traités, etc. Donc c'est pas seulement l'âge qui est le critère, il y a un gradient social très très fort sur qui meurt du Covid. C'est plus des hommes des milieux populaires, c'est plus des hommes issus de l'immigration, c'est plus des hommes avec des comorbidités. Enfin, voilà, donc ça c'est une réalité que la crise ne va faire que creuser. Donc déjà, on est dans un pays et dans des territoires avec de très grandes inégalités et on va devoir faire face à ça. Donc la question qui est devant nous sur le financement de notre système de santé, c'est pas seulement comment on le finance, c'est comment on le finance dans une logique de rééquilibrage, c'est-à-dire y compris comment on réinvestit massivement dans la prévention, comment on va amener la prévention, les soins primaires dans les quartiers les plus défavorisés, comment on lutte contre la désertification, pas seulement hospitalière, mais aussi la désertification de l'accès à la prévention, à la bonne santé, au sport, pour prendre soin pour être en bonne santé. Une des études qui m'a le plus frappée là, depuis un an, c'est une étude sur des classes de CE1, CE2 qui avaient, avant le Covid, les enfants avaient une activité sportive très très soutenue, voilà, avaient des activités après l'école, etc., et plutôt des bons résultats. Et un an après, avec tous les confinements, leur activité physique s'était effondrée et leur capacité neurocognitive s'était effondrée et leurs résultats s'étaient effondrés. On parle d'une année, quoi. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer de manière massive, notamment dans les territoires les plus défavorisés, par exemple en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Donc le coût de la crise, il n'est pas que financier, il est d'une société qui va être encore plus abîmée, et abîmée dans les corps, parce que ce dont on parle, c'est vraiment un effondrement c'est une baisse de l'espérance de vie, une baisse de la bonne santé et un recul des indicateurs génériques d'état de santé. Voilà. Oui, moi je voudrais juste ajouter, parce que j'ai pas bien répondu tout à l'heure, mais vraiment la santé est à prendre de manière très générale et fondamentale. Et du coup, quand on parle de prévention, moi j'aime pas tellement quand l'acteur politique met la prévention en avant si il l'oppose aux soins et aux soins. Je pense que la prévention est un sujet de société qui est d'abord éducatif en fait et qui concerne les acteurs sociaux, en fait qui concerne tout le monde, les acteurs sociaux en général. Après, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le champ du soin et de la résolution des questions. Et puis alors, je voulais juste faire une toute petite remarque avant la fin du débat.
je supporte plus qu'on utilise. Cécile Duflot hier disait très bien dans le débat sur le récit politique. Il y a des mots qu'on doit bannir de notre discours. C'est la question de l'offre de soins. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'usage de ce terme. On le fait parce qu'on s'en rend même plus compte, mais ne parlons pas d'offre de soins. Il y a une organisation des soins. Comme je fais partie de l'équipe Orga du festival, donc je nous le dis à nous-mêmes. L'offre politique. Ça faisait partie du petit machin qui circulait sur les réseaux sociaux, venez pour qu'on discute de l'offre politique. En fait, on ne se rend même plus compte que dans nos discours, dans les mots qu'on utilise, en fait, influencent considérablement les pratiques, les comportements, les imaginaires. Et nous, là, à gauche, on doit être beaucoup plus exigeants quant aux mots qu'on utilise. Je pense que c'est vraiment important, et je suis la première à les utiliser. Hein. Voilà, ça c'était quelque chose que je voulais dire. Et bien finalement, vos interventions nous permettent peut-être de finir sur la question qui était posée tout à l'heure, hein, qui était celle de savoir si le système serait assez solide pour encaisser d'autres chocs et encaisser l'avenir. Peut-être que votre point de vue hôpital public est indispensable pour répondre. Alors, ce qui est à peu près certain, mais je crois que ça a été un petit peu dit, hein, c'est que le système a encaissé, alors je pense qu'encaisser, c'est pas un très bon terme en fait, a essayé de faire face tant bien que mal à la crise Covid, et a mis en avant, peut-être que le politique a mis en avant la capacité du système à le faire, mais en réalité c'est un trompe-l'œil. Ça s'est fait au détriment, et je pense que vous l'avez dit, de la prise en charge d'un ensemble d'autres patients, d'autres pathologies qui n'ont pas pu accéder au système. Alors encore une fois, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le système hospitalier. Toute l'activité Covid a été faite en créant des lits ou en transformant des lits d'autres spécialités, donc des lits de cardiologie, des lits d'hématologie, des lits de neurologie, en des lits qui accueillaient des malades atteints du Covid. Et c'est autant de patients atteints d'autres maladies qui n'ont pas accédé au système. Donc, retard de prise en charge, retard diagnostique. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties et publiées et étayées scientifiquement dans le domaine de la cardiologie. Donc il y a eu moins d'infarctus du myocarde, moins de syndrome coronarien aigu diagnostiqué en mars, avril, mai 2020, mais plus d'arrêt cardiaque extra-hospitalier sur la période qui a suivi parce que les gens ont fait leur infarctus à la maison. Donc on le sait. Donc, si on considère que le Covid va faire peser une charge supplémentaire sur le système qui va être une charge durable, la question c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on adapte le système de santé à ce besoin supplémentaire qui n'a pas été satisfait. C'est quelque chose qui n'a pas été pensé, c'est-à-dire qu'on est en train de penser en termes de vagues, en termes de réorganisation, mais on n'a pas pris en compte le fait que ça pouvait être un besoin supplémentaire qui allait peser sur le système et peut-être sur une période assez longue. Je suis d'accord avec David. Non, mais peut-être pour, je sais pas, il reste combien de temps ? D'accord, je vais conclure alors. Je crois que la santé, c'est un besoin, c'est avant tout, c'est deux choses, c'est à la fois un besoin fondamental. Et donc, on parlait de l'ONDAM et de la façon dont on pouvait adapter les politiques publiques à un objectif contraint. Si on donnait une quantité globale d'aliments sans savoir combien de personnes avaient faim, ça serait, si à la fin il y avait des gens qui n'auraient pas suffisamment à manger, on doit pouvoir envisager la santé comme un besoin fondamental, et ça revient à la question extrêmement en effet démocratique de la définition des besoins, et qui est-ce qui doit dire quels sont les besoins en santé. Et ça ne peut être que les citoyens. Ça ne peut pas être, on peut pas adapter ce qu'on donne en disant que les besoins sont tels que les besoins qu'on a, l'argent qui a été donné permettra de les résoudre. La santé, c'est aussi un socle social, et ça, pour le coup, la crise, je crois que l'a montré. C'est-à-dire que quand on n'est pas capable justement de répondre aux besoins, il
il n'y a plus de culture, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de vie éducative, et c'est en cela, c'est totalement intégré. Donc, quel est le coût de la crise Covid? Je pense c'est absolument indéfinissable. On sait qu'on a perdu 10% de PIB. On sait que les gens ne se sont pas cultivés. Peut-être que les étudiants feront des études moins longues. Ils font des métiers moins... Enfin, je ne sais pas. C'est totalement... on parle d'un des principaux piliers sur lequel repose la société. Donc, je crois qu'il y a vraiment une question démocratique autour de la définition des besoins. Et ça, ça ne peut pas venir d'en haut, quoi. Ça peut être qu'un débat citoyen et qui répond à cette question. C'est mon mot de conclusion. Sur la question des besoins, sur la question des moyens consacrés aux besoins et sur la manière d'établir les priorités sur ce qui doit être satisfait. Donc ça relève effectivement éminemment du débat démocratique et citoyen. Je te laisse parler du RIP. Oui, parce qu'en fait, nous, on a été invités quand même parce qu'on est à l'initiative d'un projet qui est assez récent, mais du coup, dont on n'a pas parlé. Donc, on a lancé un nouveau référendum d'initiative partagée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une disposition de la Constitution qui est permise par nos institutions, qui avait été déjà tentée pour essayer de défendre que les aéroports de Paris ne soient pas privatisés. Donc, c'est une loi. C'est une loi qui va être soumise au soutien des citoyens. Donc on est avec des parlementaires, c'est des parlementaires qui ont déposé cette loi très largement, de 200 parlementaires d'un grand nombre de groupes parlementaires. Et cette loi essaye de légiférer sur des sujets qui semblent importants pour garantir que l'hôpital puisse continuer à soigner bien et tout le monde, et notamment en définissant des choses dont on a parlé au cours de ce débat, des ratios de personnel, la définition, qui est-ce qui doit définir les besoins, notamment en lit, comment on organise le financement et comment les décisions au sein des hôpitaux peuvent laisser plus de place aux différentes parties prenantes, notamment les usagers et le personnel non médical, dans chaque territoire. Et donc on vous encourage très fortement à vous intéresser à cette initiative et à aller sur le site notrehôpital.org où vous trouvez le projet de loi et la possibilité de vous informer dessus et éventuellement d'informer vos proches. C'est un projet qui est très on va dire ambitieux, puisque pour que cette loi soit débattue au Parlement, il faut qu'elle recueille le soutien de 4,7 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Ça veut dire qu'il faut vraiment parler à tous les gens qu'on connaît, quoi. Donc là, la loi, elle a été déposée au Conseil constitutionnel mercredi dernier, qui ont un mois pour examiner la constitutionnalité du texte, vérifier qu'elle est bien portée par plus de 20% des parlementaires français et qu'elle rentre dans le champ qui est permis par ce dispositif. Et si le Conseil constitutionnel juge que cette loi peut faire l'objet d'un RIP, ils vont demander au ministère de l'Intérieur d'ouvrir une plateforme en ligne qui permettra de recueillir le soutien des citoyens. Qui avait d'ailleurs été un sujet au cours du RIP à Aéroport de Paris, parce que la plateforme était assez complexe et avait potentiellement limité le nombre de soutiens possibles, et qui sera éventuellement un sujet de vigilance Juste, le débat était beaucoup plus large que l'hôpital. C'est pas parce que effectivement le focus qu'on a choisi, parce que c'est le point d'observation qu'on a et l'hôpital on nie l'importance des autres acteurs du système. C'est vraiment dans l'idée d'une complémentarité, et je pense que cette complémentarité, elle part de la définition des besoins, et la définition des besoins, elle est dans les territoires, donc elle est démocratique, et elle va déterminer quelle va être la place, quels vont être les moyens alloués à l'hôpital, en prenant en compte
l'ensemble des autres acteurs du système. Donc on pourra signer dans un mois en ligne, alors c'est ça, on retient. Vous pouvez déjà donner une promesse de signature. Une promesse de signature. Comme les promesses de dons, alors. De l'utiliser comme un objet politique qui pourrait être porté par des acteurs publics et notamment campagne on aimerait bien que le sujet de la santé et de l'hôpital soit un sujet de campagne sur lequel se prononcent Ce qui est rarement le cas historiquement. Bon, un petit mot de conclusion également sur les capacités du système à répondre aux crises à venir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une idée brillante? Non, mais je voulais te laisser la langue de la fin. Non, mais peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire et tenter de répondre à la question de ce serait quoi la bonne gouvernance, en fait, plus démocratique de l'avenir. Alors, c'est des sujets compliqués et si la solution existait comme ça, clé en main, ça se saurait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, et vous l'avez dit, Monsieur Lenoir, quand vous aviez imaginé les ARS idéales, la première question, c'est celle du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut bien raisonner sur ces sujets de santé dans toutes leurs composantes, c'est-à-dire depuis la prévention en milieu scolaire, depuis la promotion de l'activité physique, depuis la lutte contre je sais pas, les déterminants environnementaux de santé, jusqu'à la prise en charge aiguë à l'hôpital et jusqu'aux soins de suite ou à la gériatrie, enfin dans toutes ces composantes, ça il faut le penser à l'échelle des bassins de population et pas de façon complètement macro. Donc il faut une capacité d'adaptation assez fine. Pour pouvoir faire ça, on peut déjà dire ce qui marche pas très bien ou ce qui n'a pas très bien marché, typiquement dans la situation de crise, c'est-à-dire ces agences régionales de santé qui ont certes beaucoup travaillé, mais qui se sont rendues compte de fait qu'elles n'avaient pas ces relais fins à des échelles, moi je parle pour l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, Paris c'est 2,2 millions d'habitants. En fait, il faut aller à l'arrondissement, il faut aller au quartier pour bien amener le dépistage ou l'information sur les gestes barrières ou la vaccination. Si on veut aller vraiment atteindre aujourd'hui les trop nombreuses personnes qui ne sont pas encore vaccinées et qui évidemment ne sont pas n'importe lesquelles non plus, sont plutôt les milieux populaires, sont plutôt les jeunes hommes, etc. Bon, pour aller les chercher, il faut descendre à une échelle territoriale très fine. Voilà, la première piste qui me semble évidente, c'est qu'on manque de ces échelons intermédiaires pour réfléchir, pour piloter. Si je parle pour Paris, la gestion de la crise Covid, elle se faisait dans des espèces d'institutions hyper macro, purement de position. Donc il y avait le préfet, l'ARS, la ville de Paris. Alors voilà, chacun porte sa position, la PHP, l'hôpital public, mais un vrai pilotage, une vraie cellule de travail où il y aurait aussi des représentants des usagers du système de santé, où il y aurait aussi des citoyens, il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire que du tout en haut de la gestion de la crise Covid avec le Conseil de défense à tout en bas à l'échelle des territoires, il n'y avait aucun réel espace de dialogue démocratique sur comment on mène la réponse à la crise. Donc des villes ont fait des choses, Grenoble notamment a fait une convention citoyenne sur le Covid, à Paris on a créé d'autres outils, mais on a essayé d'aller, parce qu'il fallait discuter de ces chiffres, et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'aimerais qu'il y ait des espaces où on puisse regarder ensemble qui n'est pas vacciné, c'est quoi les freins à la vaccination, comment on fait pour empêcher la 4e vague, est-ce que tout le monde a bien compris ce que ça signifiait, ce qui est en train de se passer ce week-end, le variant Delta qui devient majoritaire, est-ce que tout le monde mesure ce que ça signifie pour les prochaines semaines, comment on partage ses savoirs, comment on y répond. Voilà. Et ça, c'est un des retours d'expérience évidents de la crise, c'est qu'il nous manque ces échelons-là, et c'est des échelons dans lesquels sans faire de la politique politicienne, quand même, les communes, les mairies d'arrondissement pour Paris, enfin, ces échelons-là sont quand même des échelons suffisamment proches des citoyens pour pouvoir créer ces lieux de partage, de discussion et de pilotage. Voilà. Et donc, en termes strictement institutionnels, dans le conseil d'administration, qui est un conseil de surveillance des agences régionales de santé, il y a un rôle marginal des élus locaux, il n'y a pas de place des citoyens, ou parfaitement marginal. Donc ça, c'est déjà une première étape. C'est-à-dire comment, dans les institutions existantes, on fait davantage rentrer les citoyens, les associations de patients et les élus.
En complément, moi, je pense que contrairement à ce que disait Edwy Plenel hier soir, je pense que la gauche peut se recentrer sur des fondamentaux. On n'est pas toujours du côté de l'innovation, la réforme et les trucs ou la transgression, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin de revenir aux fondamentaux. Ils ont un besoin de sécurité fondamentale, de nature sociale et civique, d'ailleurs. Et du coup, si on file un peu comme ça l'idée, l'hôpital peut être au centre. Et je pense que personnellement, je pense que c'est très important que l'hôpital, comme l'école d'ailleurs, soit au centre, ce qui n'empêche pas à l'ensemble des acteurs, citoyens, acteurs associatifs, sociaux, privés, de s'articuler. Mais il faut à un moment donné qu'il y ait du plein, qu'il y ait de la compétence, qu'il y ait de la connaissance. Parce que, en fait, pourquoi les gens vont aux urgences? Parce que ça les rassure. La plupart du temps, ça les rassure. Donc, il faut assumer la fonction centrale de l'hôpital tout en veillant à créer les espaces de soupape, de coordination, de souplesse. Et c'est pareil pour l'école, d'ailleurs, l'école primaire. Ça, c'est exactement pareil. Il faut remettre les métiers et leurs missions. Et du coup, je trouve très intéressante la question des ratios, votre proposition de ratio, parce que c'est un peu la réponse à mon problème de collectif, en fait, de financement du collectif autour du patient, en fait. C'est par les ratios qu'on pourrait... donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, je repose la question de la pluriannualité de l'organisation de la dépense publique et de sa projection dans le temps, parce qu'on ne pourra pas faire tout ce que tu dis si on ne redonne pas du temps aux gens, aux métiers et du temps aux citoyens. Et alors, il y a des super citoyens qui sont les conseillers municipaux. Je veux dire, si on a encore en France autant de mairies, parce que c'est trop de mairies, je veux dire, on a 40% des mairies européennes qui sont françaises, si on a encore autant de mairies en France, c'est parce que dans les mairies, il y a des conseillers municipaux, et souvenez-vous, les débats du grand débat, c'était principalement, c'était les super citoyens conseillers municipaux qui étaient dans ces débats-là. Et parce qu'ils ont une expertise particulière, ils sont élus et en même temps citoyens, donc il faut les former. Il faut les former plus, il faut les réunir plus souvent, il faut peut-être les articuler entre eux. Il se passe des trucs dingues autour de la transition écologique, mais regardons la question des transitions, des villes en transition, et transférons ça sur le champ de la santé. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, à Grande-Synthe, il y a 700... je crois qu'il y a 700 villes qui sont allées depuis 3 ans voir les expérimentations à Grande-Synthe. Donc il faut que ça bouge, il faut que ça circule. Il faut que les gens sortent de leur territoire. Il faut que les professionnels sortent de leur territoire et ça doit circuler. Voilà, ça doit circuler. Il faut que les idées circulent. En 3 mots, alors. D'abord, moi, je suis inquiet sur la capacité du système à assurer une fois de plus. Il faut vraiment voir que moi, je l'ai vécu du fond de mon lit. Et heureusement, il y a eu des gens pour m'amener à manger pendant cette période-là. Mais le système a fait preuve d'une capacité de résilience alors qu'il est déjà en crise. Enfin, le gouvernement ne s'est pas rendu compte, alors qu'il y a une grève à l'hôpital depuis plus d'1 an, que l'hôpital était en crise. Mais il n'y a pas que l'hôpital qui est en crise, les EHPAD sont en crise. C'est une crise profonde. La médecine libérale est en crise aussi. Enfin, tout le système de santé craque de partout. Alors, ça ne va pas exploser, ça ne va pas imploser, mais je ne sais pas si cette capacité de résilience pourra encore être assurée s'il y a à nouveau autant de tensions. Et d'autant plus, alors c'est le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette logique où la dépense est une contrainte, pour faire de la dépense une résultante. C'est ce que vous avez dit, il faut que ce soit la résultante des... Et puis je me suis inquiet aussi parce que... et donc ça... Et ça peut marcher. Tu as parlé... Pourquoi ça marche pour le cancer ? Parce qu'il y a eu des plans cancer et qu'on a organisé les choses de façon à ce que le parcours de soins... Alors je ne dis pas que ça marche parfaitement, mais ça marche beaucoup mieux pour le cancer que sur beaucoup d'autres choses parce que le parcours de soins est balisé et qu'on a laissé à la fois on a mis des directives et en même temps de l'autonomie. Il faut arriver à conjuguer l'un et l'autre. Donc je suis inquiet, mais à chaque fois il y a une capacité de résilience qui peut être mise en place. L'hôpital et l'ensemble du système de soins l'a montré. Sur la dépense, effectivement, il faut qu'on arrive à planifier la dépense en fonction des besoins et non pas en fonction de contraintes. Et puis je suis inquiet pour une troisième raison, c'est qu'effectivement la santé risque, comme d'habitude, d'être la grande oubliée des programmes électoraux. Et je pense qu'il faut sortir, finalement, quand j'y réfléchis,
participer parfois à des travaux d'élaboration programmatique, mais les candidats n'ont pas envie de rentrer là-dedans. C'est très compliqué d'expliquer. Je pense que là, ce qu'il faudrait faire, c'est que le candidat ou les candidats qu'on soutiendra s'engagent à faire une vraie convention citoyenne sur la santé, mais une vraie convention citoyenne, c'est-à-dire qu'on en tire des décisions, pas forcément sans filtre, parce que ça n'existe pas, mais qu'on s'engage à appliquer ce qui sortira des conventions. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la condition pour que l'ensemble des citoyens puissent s'engager dans la réforme du système. En tout cas, donc une inquiétude, mais il y a peut-être des solutions. Bon, ben merci pour toutes ces propositions. Vous pouvez tout à fait d'ailleurs aller les porter de l'autre côté, parce que je crois que les candidats sont de l'autre côté dans l'autre salle. Et merci à tout le monde pour votre participation. Vous pouvez prolonger ces échanges, j'imagine, autour d'un café avec nos intervenants.